Donc, bonjour à tous. Nous sommes 142 participants pour l'instant connectés. Donc, merci à tous ceux qui ont pu se rendre disponibles pour participer à ce webinaire des centres de santé franciliens. Donc, avant qu'on lance l'enregistrement, une des participantes disait qu'elle n'avait pas l'habitude de ce type de communication. Effectivement, c'est assez nouveau pour nous de faire un webinaire de ce type à l'échelle de la région. En général, vous rencontrez plutôt vos interlocuteurs des CEPAM et des DARS et MSA au fil de l'eau directement. Là, comme il s'agit en fait d'échanger autour de l'avenant 4, centre de santé et du numérique en santé, on se dit que c'était peut-être plus pertinent de faire ce webinaire à l'échelle régionale directement. Et comme ça, en plus, vous pouvez bénéficier chacun des questions-réponses des autres. Donc, c'est toujours intéressant aussi. Donc, comme on vous l'avait indiqué dans les invitations, ce webinaire, il va comprendre deux parties. Une première qui est à destination de tous les centres de santé et qui concernera donc les changements et nouveautés de l'avenant 4 à l'accord national. Et la seconde partie sera à destination des centres de santé polyvalents et médicaux uniquement et concernera le Ségur du numérique. Donc, pour ma part, je vais assurer la présentation de la première partie. Donc, je m'appelle Lucie Coyard, je travaille à l'assurance maladie au niveau régional, à la coordination régionale, où je suis référente sur les organisations coordonnées, donc les CPTS, MSP, centres de santé, et les équipes de soins. Donc, on va attaquer la première partie. Donc, comme je le disais, surtout n'hésitez pas si vous avez des questions à utiliser le module questions-réponses. On essaiera d'y répondre un maximum en séance et sinon, on fera une FAQ qui sera mise à votre disposition en même temps que l'enregistrement de ce webinaire. Voilà, donc, quels changements et nouveautés? Donc, on commence juste avec un petit rappel sur l'accord national qui régit les relations entre les centres de santé et les caisses d'assurance maladie. Donc, il a été signé en 2015 et entré en vigueur au 1er octobre 2015. Et il a été complété donc, par 4 avenants en 2017, 2019 et 2020, et celui qui nous concerne aujourd'hui, donc qui est réputé approuvé au 21 juin 2022. Donc, vous avez le lien pour la consultation de ces 5 textes du coup, sur le site amélie.fr dans l'espace exercices coordonnés des professionnels de santé. Pour rappel, l'objectif de cet accord national, c'est de conforter la place des centres de santé dans les soins de proximité. Et donc ça passe par une amélioration de l'accessibilité, de l'organisation, de la coordination des soins, l'accès aux soins de proximité et la qualité des soins, la prévention et un parcours de soins du patient. On y reviendra juste après. Mais pour rappel, depuis la loi de financement de sécurité sociale pour 2022, le conventionnement donc, à cet accord national est désormais explicite alors qu'il était jusqu'à présent implicite. Donc, petit calendrier sur cet avenant 4. Donc, sur l'année 2022, on a eu une signature au mois d'avril par les organisations représentatives. Puis, il y a eu un envoi des courriers dans le cadre de la procédure d'opposition et une transmission au ministère pour approbation. Donc, il y a un délai qui est de 21 jours. Et habituellement, il y a une publication au journal officiel qui suit ce délai de 21 jours. Là, du fait de l'actualité politique, il y a eu un décalage entre cette fin du délai de 21 jours et la publication au journal officiel. Donc, le texte est réputé approuvé au 21 juin 2022 et il a été publié concrètement au journal officiel du 5 octobre. Et une partie de ces mesures, on y reviendra, entrera en vigueur au 21 décembre 2022. Donc là, vous avez une diapositive qui vous dit les 7 grandes thématiques qu'on va évoquer par la suite par rapport à ces nouvelles évolutions avec l'avenant 4. Et donc, il y aura différentes périodes d'application, soit au 21 juin, la date où le texte est réputé officiel, approuvé, ou le 21 décembre, pour l'entrée en vigueur des mesures qui ont un impact financier. Donc, on verra d'abord les nouvelles modalités d'adhésion à l'accord national, puis les évolutions de la rémunération forfaitaire spécifique, le contrat d'aide au démarrage de l'activité exclusive d'infirmiers en pratique avancée, la télésanté, le numérique en santé, la régulation du conventionnement spécifique pour les centres de santé infirmiers et d'autres mesures que nous détaillerons par la suite. Donc, vous avez la précision qui est très importante et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce webinaire un peu rapidement. Le délai d'invitation était un peu court, on s'en excuse. Mais c'est parce qu'en fait, s'agissant de la rémunération forfaitaire spécifique, les revalorisations, et nouveaux indicateurs seront payés, donc, comme d'habitude, au mois de mai de l'année de +1, donc, au titre de l'ensemble de l'année 2022.
Donc, il n'y aura pas une proratisation parce que le texte entre en vigueur en juin et en décembre. Ça va donc couvrir l'ensemble de l'année. Quand vous allez avoir à remplir les indicateurs en fin d'année, on sera bien sur ces nouveaux indicateurs que je vais vous présenter aujourd'hui au titre de l'ensemble de l'année 2022. Donc, on commence avec les nouvelles modalités d'adhésion à l'accord national. Donc, vous allez voir sur chacune des diapositives que je vais vous présenter, vous aurez en haut à droite ces petites bulles qui vous disent donc si c'est applicable à tous les centres de santé ou seulement à une certaine typologie et si la mesure entre en vigueur au 21 juin ou au 21 décembre. Vraiment, référez-vous à ça, ça vous dit exactement où on se situe. Donc, pour l'adhésion à l'accord national, comme je vous le disais, jusqu'à présent, on était sur une adhésion qui était tacite, implicite. Or, désormais, on va être sur un conventionnement explicite du fait de l'article 71 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2022. Donc, le centre de santé doit formuler une demande de conventionnement auprès de sa CEPAM et il doit transmettre toutes les informations qui sont listées ici, donc les données administratives du centre, le projet de santé, le récépissé d'engagement de conformité qui est délivré par l'Agence régionale de santé, les statuts et le règlement intérieur, la liste des professionnels de santé avec le numéro RPPS qui doit bien être actualisé en cas de changement, la liste également des personnels administratifs, les contrats de travail des personnes et les preuves d'inscription à l'ordre pour les professions qui sont régies par un ordre. Et c'est uniquement sous réserve de la transmission de l'ensemble de ces pièces justificatives que les CEPAM procèdent au conventionnement dans le mois suivant la demande. Pour les nouveaux centres de santé, il y a désormais un accompagnement renforcé qui est mis en place et dans les 6 mois qui suivent le conventionnement, il y aura des échanges entre le centre de santé et la CEPAM, mais également avec les collègues de l'ARS, sur la bonne mise en œuvre des dispositions de cet accord national. Et si vous en ressentez le besoin, il pourra y avoir une visite sur site pour vous accompagner dans la mise en œuvre de toutes les procédures qui sont mises en place dans les centres de santé. Sur la procédure conventionnelle, donc il y a une évolution des dispositions pour le non-respect des engagements conventionnels. Donc il y a des nouveaux manquements qui sont inscrits, vous en avez la liste ici, la non-inscription de façon répétée du montant des honoraires perçus au sens de l'accord et de la réglementation, la facturation d'actes fictifs alors qu'ils n'ont pas été réalisés, le non-respect de l'obligation de réaliser à titre principal des prestations remboursables par l'assurance maladie, le non-respect des règles en vigueur relatives à l'usage des cartes professionnelles et des cartes vitales des patients, dont le détournement de l'usage des cartes professionnelles et cartes vitales, manquement à l'obligation de fournir un devis préalable lorsqu'il est obligatoire, donc ça couvre notamment les soins dentaires qui sont évoqués juste après, un non-respect de façon répétée des honoraires limites de facturation des actes dentaires, le non-respect du seuil maximum d'activité pour être réalisé à distance, on y reviendra, par un des médecins salariés du centre, le non-respect des conditions de réalisation et de facturation des actes de télémédecine tels que prévus par la convention médicale. Les procédures de sanction, donc il y a une évolution également. Il y avait précédemment une étape de mise en demeure. Là, cette étape est supprimée et on va directement sur une procédure avec un relevé de constatation. Il y a également une nouvelle sanction qui est instaurée avec une suspension des versements des rémunérations forfaitaires, donc la rémunération forfaitaire spécifique, la ROSP, la forfait patientèle médecin traitant, donc suppression de versement de rémunération autre que juste le paiement à l'acte. Donc là, on va passer sur la deuxième partie, qui est la rémunération forfaitaire spécifique. C'est là où il y a eu le plus de modifications apportées par ce texte. Donc, petit rappel, notamment pour les nouveaux centres qui auraient ouvert récemment. Donc, la rémunération forfaitaire spécifique, elle a pour objet de permettre aux centres de santé d'optimiser leur organisation en renforçant notamment la coordination et les échanges d'informations entre professionnels de santé pour une meilleure prise en charge des patients. Donc, elle comprend un bloc principal et un bloc complémentaire, petit schéma que vous avez sur la droite. Et il y a dans le bloc principal des engagements qui sont socles et prérequis et des engagements optionnels. Et dans le bloc complémentaire, ce sont uniquement des engagements optionnels. Tous ces engagements et indicateurs sont séparés en 3 axes, l'accès aux soins, le travail en équipe et la coordination, et les échanges et systèmes d'information. Donc, ce cadre-là, il est similaire pour les 3 types de centres polyvalents médicaux, dentaires, infirmiers. Par contre, il y a des engagements qui sont propres pour certains aux différents types de centres. Pour rappel, donc, par la suite, on va parler en points. Un point, ça vaut 7 €.
Et donc, c'est fonction du respect des engagements réalisés par le centre. Et il y a donc des indicateurs qui sont mis en place. Et on va avoir soit une rémunération fixe, soit une rémunération qui sera variable en fonction de la taille de la patientèle et ou du nombre d'équivalents temps plein. Il peut parfois y avoir des minorations pour certains indicateurs si vous ne les atteignez que partiellement. Pour les centres de santé polyvalents en particulier, il est possible pour ceux qui ont une forte activité dentaire ou infirmière d'avoir des rémunérations supplémentaires qui sont propres à ces activités particulières. Donc là, dans le petit encadré vert, on vous rappelle les éléments de calendrier où le centre de santé doit saisir annuellement les données nécessaires ouvrant droit à la rémunération sur la plateforme de la TIH. Donc, c'est une déclaration qui se fait annuellement et qui doit survenir au plus tard le 26 janvier pour les indicateurs de la ROSP et avant le 28 février pour les autres indicateurs, notamment de la rémunération forfaitaire spécifique. Alors là, ne vous attachez pas, les 6 prochaines slides, elles sont indigestes. C'est juste qu'au moins, vous les aurez à proximité si vous souhaitez regarder dans le détail. Donc, tout ce que vous voyez en rouge, ce sont les modifications apportées par cet avenant 4. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de nouveaux indicateurs, beaucoup de nouveaux points qui sont possibles, qu'il est possible d'acquérir. Donc là, c'est pour les centres de santé polyvalents sur le bloc commun. Vous avez là sur le bloc principal et vous avez ensuite sur les centres de santé infirmiers et dentaires. Voilà. Vous voyez pour les 3 typologies de centres, beaucoup de nouveaux indicateurs qui ont été mis en place et des nouvelles rémunérations également. Donc là, on va entrer dans le dur, dans le détail de ces indicateurs. Donc là, en mission crise sanitaire grave. Donc, elle s'instaure, vous voyez, une petite bulle bleue pour tous les centres de santé et elle entre en vigueur au 21 juin 2022. Donc, cet indicateur, en fait, il consiste d'une part dans la rédaction d'un plan de préparation qui vaut 100 points fixes. Et donc, il y a un versement annuel parce qu'il y a une mise à jour de ce plan qui doit être réalisé. Et il y a 350 points variables en cas de survenue d'une crise. Donc, cette survenue de crise, elle est caractérisée par l'Agence régionale de santé. Et dans ce cas-là, on va valoriser des actions qui répondent aux besoins en soins des patients dans le cadre de cette crise, et notamment pour les patients fragiles, adapter la structure pour permettre une prise en charge de ces patients-là. Évidemment, ces actions doivent être en lien avec le plan de préparation qui est rédigé annuellement. Donc là, comme on a un calendrier qui est un petit peu serré, comme je l'évoquais, au titre de 2022, cet indicateur il n'est pas considéré comme prérequis. Donc, il sera optionnel si vous n'avez pas, d'ici la fin d'année, rédigé ce plan de préparation. Ce n'est pas grave, ce ne sera pas pénalisant. Vous pourrez quand même bénéficier de la rémunération forfaitaire spécifique. Et pour ceux qui se posent la question, pour le Covid, on estime qu'il n'y a plus de caractère soudain de la crise et donc on ne peut pas valoriser les actions Covid dans ce cadre. Un autre indicateur qui a évolué, c'est celui qui est relatif aux soins non programmés. Donc, précédemment, il s'appelait participation à une organisation proposant la prise en charge des soins non programmés dans le cadre d'une régulation territoriale. Désormais, il s'appelle valoriser la participation à une organisation proposant la prise en charge de soins non programmés dans le cadre de la régulation du SAS. Donc ça, c'est un indicateur qui est spécifique aux centres de santé polyvalents et médicaux. Et pour l'atteindre, donc qui est à hauteur de 200 points variables par ETP de médecin généraliste, il faut remplir 2 critères qui sont cumulatifs. Donc, d'une part, c'est d'avoir un agenda qui est ouvert au public ou qui est partagé avec la structure du SAS, ce qui permet donc la réservation de rendez-vous en ligne des patients qui ne sont pas connus par le médecin. Donc, on n'est pas sur la patientèle médecin traitant. Et il faut qu'il y ait un minimum de 2 heures ouvertes par ETP de médecin généraliste par semaine. Et il convient également que le centre de santé s'inscrive auprès du SAS. Donc, il peut soit s'inscrire en son nom propre de la structure, soit en indiquant qu'il fait partie d'une CPTS qui participe au SAS. Et vous avez la petite précision sur la phrase en bas. Par contre, pour un centre de santé, comme on est sur des professionnels salariés dans l'ensemble de la structure, il faut que l'ensemble des médecins généralistes salariés participent au SAS. On ne peut pas avoir qu'une fraction des médecins qui sont engagés. Donc là, on était sur la participation au SAS. Sur cette diapositive-là, on évoque l'effection du SAS. Donc, c'est le fait de mettre à disposition
des créneaux et de se rendre disponible. Là, c'est quand on est sollicité pour des patients à prendre en surnuméraire. Il y a de l'effection, donc c'est un nouvel indicateur. Et donc là, comme je vous le disais, on est bien sur une patientèle hors médecin traitant. Et pour une prise en charge sous 48 heures, on est sur des patients avec des soins urgents. Et donc, vous avez détaillé en vert, en fait, la valorisation de la prise en charge de ces soins non programmés. Donc, c'est évalué par trimestre. Donc, vous voyez, on est par des créneaux 5 à 15 soins non programmés, jusqu'à 76 à 100 soins non programmés. Et le dernier palier est au-delà de 100 soins non programmés, réalisés sur le trimestre. Pareil, par transposition à la Convention des médecins, on est sur des points qui sont à 7 € le point. C'est pour ça que vous voyez cette transposition entre parenthèses en termes d'euros. Et donc, bien que le suivi soit trimestriel de ces prises en charge de soins non programmés, il y a un paiement qui se fait annuellement en même temps que la rémunération forfaitaire spécifique. Troisième partie sur ces soins non programmés, il y a un nouvel indicateur supplémentaire qui valorise en fait la participation du centre de santé à la fois à la participation et à l'effection. Donc les deux diapositives qu'on vient de voir, si le centre fait ces deux indicateurs à la fois, il a 200 points fixes supplémentaires. Donc un centre peut faire de la participation sans faire de l'effection. En revanche, il est obligatoire de faire de la participation pour pouvoir faire de l'effection. Auquel cas, on fait les deux activités, il y a 200 points supplémentaires. Alors là, on passe à une nouvelle évolution de la rémunération forfaitaire spécifique. C'est la valorisation d'indicateurs qui étaient déjà existants dans le cadre d'intégration des infirmiers en pratique avancée. Et ça, ce sont pour les centres de santé polyvalents et médicaux. Et c'est applicable dès le mois de juin. Donc là, il y a une revalorisation donc, de 200 points fixes quand il y a présence d'un IPA pour les centres qui font 2 missions de santé publique, plus 200 points variables cette fois pour participation à des réunions de concertation pluriprofessionnelles et plus 40 points fixes pour chaque protocole pluriprofessionnel. Pour rappel, on peut valoriser maximum 8 protocoles pluriprofessionnels. Là, c'est une petite représentation, juste pour que vous voyez le avant-après. En présence d'un IPA, on a donc les revalorisations qu'on vient d'évoquer à l'instant. Il y a également une révision de l'indicateur sur les publics vulnérables. Donc, cet indicateur, il existait déjà. Par contre, il est revu dans son fonctionnement et son appréciation. Et là, il concerne tous les centres de santé. Donc, il y a 4 thématiques qui sont retenues. Identifier et repérer les publics, comprendre et former à la spécificité des vulnérabilités, aller vers et faire avec, se coordonner avec les acteurs. Donc, à chaque fois, on va avoir 3 niveaux différents pour cet indicateur accompagnement des publics vulnérables. Et ce sont des rémunérations qui sont cumulatives pour ces 3 niveaux. Et donc, à chaque fois, on aura pour ces 3 niveaux ces 4 thématiques qu'on vient de lister avec différentes actions qui peuvent être mises en place pour les atteindre. Et on va estimer que vous pouvez bénéficier de la rémunération à chaque niveau dès lors que vous aurez atteint au moins 2 des thématiques. Et on vous précise, le niveau de cette rémunération, il est fixé en fonction de la patientèle C2S, donc la complémentaire santé solidaire, qui a remplacé la CMUC, ceux qui connaissaient l'ancien terme, et l'aide médicale État du centre de santé. Et petite précision supplémentaire, lorsqu'il y a un médiateur en santé dans le centre, il peut alors y avoir l'objet d'une valorisation à hauteur de 300 points fixes dès que le centre valide à minima le niveau 1 de cet indicateur public vulnérable. Donc concrètement, là vous avez 3 diapositives à suivre avec les 3 niveaux pour cet indicateur public vulnérable. Donc identifier, repérer les publics. Premier axe, on a donc disposé d'un diagnostic des freins principaux de l'accès aux soins de la patientèle et ou identifier la patientèle vulnérable permettant une prise en charge complémentaire à la prise en charge des soins. Dans l'axe comprendre et former la spécificité des vulnérabilités, on a proposé des formations ciblées aux agents du centre sur les facteurs de vulnérabilité. Aller vers et faire avec, aider à la prise de rendez-vous des soins de second recours. Se coordonner avec les acteurs, orienter de manière structurée, par exemple via une fiche de liaison, cette patientèle vers des partenaires sociaux, médico-sociaux. Donc là, premier niveau d'indicateur est à 200 points variables. Ensuite, le niveau 2. Donc, on reprend les 4 axes et on va un petit peu plus loin dans les actions qui peuvent être mises en place.
Donc, organiser des permanences dans le centre à destination d'un public cible spécifique présentant une vulnérabilité, construire des outils de communication ciblés pour faciliter le parcours en santé, organiser des solutions d'interprétariat communautaire en amont des consultations, aider à l'instruction des droits de santé, pratiquer le tiers payant intégral, accompagner physiquement les patients les moins autonomes dans leurs rendez-vous, qu'il s'agisse de leurs droits ou de leurs soins, construire un annuaire des ressources médico-sociales et sociales pour répondre aux besoins essentiels des personnes et enfin contribuer à des réunions cas complexes identifiés par les partenaires pour les personnes vieillissantes, la santé mentale ou les pathologies chroniques par exemple. Donc, atteindre un 2 de ces indicateurs, de ces libellés permet de valider le niveau 2 de cet indicateur. Et donc là, on est sur un niveau 2 qui vaut 400 points variables. Et pour le niveau 3, on va encore plus loin du coup dans les actions, mettre en place des permanences dédiées et identifiées dans des structures extérieures des lieux de vie publics cibles, comme par exemple des foyers travailleurs migrants ou des hôtels sociaux, disposer d'une solution d'interprétariat professionnel, mettre en place des temps d'analyse de la pratique à disposition de l'équipe pour faciliter la distanciation et encourager l'empowerment des patients, proposer des actions collectives ciblées à destination publique présentant des vulnérabilités, typiquement sur des actions de dépistage ou de prévention, la mise en œuvre d'une permanence d'accès aux soins de santé de ville et structurer des partenariats par des conventionnements dédiés ou des parcours formalisés de patients selon les problématiques médico-sociales qui ont été données sur le territoire. Et donc là, on est à 800 points variables. Donc ça, c'était les évolutions principales de la rémunération forfaitaire spécifique. Il y a, donc on a évoqué qu'il y avait des indicateurs liés aux infirmiers en pratique avancée. Il y a également l'instauration d'un contrat d'aide au démarrage pour les infirmiers en pratique avancée avec une activité exclusive. Donc ça s'applique aux centres de santé polyvalents médicaux et infirmiers avec une entrée en vigueur au 21 décembre 2022. Donc, il pourra y avoir une signature permettant la valorisation de ces recrutements à compter du 21 décembre 2022 dans les conditions qui sont affichées sur cet écran, c'est-à-dire une durée de 4 ans non renouvelable, une activité exclusive d'IPA. Il faut qu'il y ait au moins 0,5 ETP d'IPA au sein du centre et cette IPA ne peut pas cumuler d'activités de soins infirmiers généraux au sein de la même structure. On pourrait être infirmier dans un autre centre, mais pas dans le même centre où il y a IPA. Il y a un montant de l'aide qui est de 27 000 € par ETP IPA qui est salarié pour une durée de 2 ans. La première année à hauteur de 17 000 €, la seconde à hauteur de 10 000 €. Ça fonctionne sur un système d'avance et de solde avec 50% à la signature du contrat et le solde à la date anniversaire et versement de la seconde année. Les conditions minimales sont 50 patients la première année, 150 patients la deuxième année et dans le cadre d'un maximum de 300 patients. Donc ça va entrer en vigueur au 21 décembre 2022 dans le cadre de l'avenant 4 centre de santé. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, il y a par contre eu la signature au 27 juillet 2022 de l'avenant 9 à la convention infirmier. Donc sur le même calendrier qu'on a vu tout à l'heure avec les délais d'opposition et d'entrée en vigueur, il y a des mesures qui vont entrer en vigueur en mars 2023 et elles sont reprises ici sur cette diapositive. Donc, on aura alors, en mars 2023, une suppression de cette condition d'activité exclusive IPA. On rechange ce que je viens de vous dire. Voilà, donc on aura un petit SAS de décembre à mars où on sera exclusivement sur l'avenant 4, centre de santé, et on basculera ensuite avenant 9, infirmier, pour transposition des conditions qui étaient prévues. L'avenant 4, c'est bien écrit qu'en cas d'évolution des conventions monoprofessionnelles, il peut y avoir une transposition des mesures. Et donc là, puisqu'on supprime l'activité exclusive IPA, il y aura mise en place de seuils d'activité minimale, 25% première année, 50% la deuxième année et 85% la troisième année. Il y aura également un suivi d'un minimum de patients, 30 patients la première année, 60 patients la deuxième. Les montants de l'aide sont également modifiés. Donc, vous vous rappelez, on est à 27 000 €. On passe à 40 000 € avec 30 000 € la première année, 10 000 la deuxième, en cas d'exercice dans une zone qui est sous-dense en termes de médecins et donc qui est qualifiée de ZIP, zone d'intervention prioritaire. Et sinon, on est à 27 000 €, comme on l'évoquait précédemment, pour les IPA qui exercent dans une zone qui n'est pas sous-dense médicale. Donc, on évoque sur le petit pavé à rose à droite, donc le centre de santé ne peut bénéficier qu'une seule fois du contrat, il est non renouvelable, ça ne change pas.
Et il y a possibilité pour les centres de santé d'intégrer tout au long du contrat de nouveaux ETP. Ça, c'est différent par rapport aux maisons de santé pluriprofessionnelles qui, elles, doivent s'engager dès la signature. C'est pour ça qu'il y a cette spécificité. Et on vous écrit bien en bas, une petite alerte par contre, dans l'avenant infirmier, il y a une valorisation quand l'IPA s'engage à être maître de stage. Ça n'est pas transposé ici, hein, puisque c'est déjà prévu dans l'accord des centres de santé. Et donc, on l'évoquait, hein, ça n'impacte pas la durée de 4 ans non renouvelable pour les IPA en centre de santé. Donc là, on va passer à une autre partie. Donc, il y a beaucoup d'évolutions dans cet avenant qui concerne la télésanté. Donc, pour les médecins, donc ce qui concerne les centres polyvalents médicaux, il y a donc une transposition du seuil de 20% maximum d'activité de télémédecine. Donc, dans les faits, c'est un centre de santé conventionné ne peut pas réaliser son activité exclusivement à distance. C'est pour ça qu'il a été décidé de mettre en place ce seuil qui a donc été fixé à 20%. Et donc, sur la télémédecine, on entend à la fois les téléconsultations et la téléexpertise. Il y a un suivi qui va être mis en place. Les modalités sont en cours de développement au niveau de la CNAM. On vous en fera part dès qu'on aura les informations à notre niveau. Et ces dispositions, si elles n'étaient pas respectées, seraient assorties de sanctions conventionnelles. Pour la télésanté, là, ça concerne donc tous les types de centres de santé. Il y a une transposition automatique des mesures télésanté qui interviennent dans les accords monoprofessionnels. Et donc là, il y a application de ce seuil pour les professions pressantes au sein des centres de santé. Et donc là, à ce jour, ont été mis en place également des seuils de 20% dans les avenants orthophonistes, orthoptistes, sages-femmes et dans ce fameux avenant infirmier qui vient d'être signé. Je laisse la parole à mon collègue Arnaud pour cette partie sur le numérique en santé. Oui, bonjour, donc Arnaud Lemaire, je suis donc chef de projet à la DCGTR Île-de-France. Donc, on a souhaité vous mettre quelques diapos quand même pour le numérique pour que l'information soit partagée avec le plus de centres de santé possible. Mais effectivement, on a toute une partie là qui va suivre avec une vingtaine de diapos où on vous présentera en détail le Ségur du numérique. Donc, les centres de santé étaient représentés donc, dans la task force Ségur médecine de ville. Donc, ces task force, c'est quoi? En fait, le Ségur, on en parlera tout à l'heure, c'est 6 couloirs, donc ES, ESMS, labo, radiologue, biologie médicale et médecine de ville. Et au sein, effectivement, du couloir médecine de ville sont concernés donc, les médecins en cabinet, libéraux et également les MSP et les centres de santé. Tout ça pour vous dire qu'il y a eu des travaux en fait sur l'année 2021 qui ont réuni éditeurs, représentants des professionnels de santé et l'Agence du numérique en santé. Donc tout ça n'a pas été écrit sur un coin de table par des gens déconnectés du terrain. Vraiment, l'idée, c'était pour ce programme, on va dire ambitieux, de prendre en compte les attentes des professionnels, de capitaliser sur ce qui n'avait pas marché sur le DMP notamment précédemment. Donc vraiment essayer d'identifier avec les professionnels les documents alimentés, identifier les freins et leviers pour l'utilisation des services socles du Ségur. Donc on y reviendra, les services socles, notamment l'alimentation le DMP, la messagerie sécurisée de santé, puis aussi l'ordonnance numérique, l'application carte vitale et l'identité nationale de santé. Donc, il y a vraiment eu un travail pendant plusieurs mois pour vraiment rendre tous ces logiciels plus ergonomiques, pour vous faciliter le travail, et voilà, pour que ça prenne et que ce soit une réussite, avec en parallèle aussi le déploiement de mon espace santé, donc depuis le 1er janvier 2022, et pour vraiment, effectivement, que on réussisse tout cela, alors que ce n'était pas forcément le cas, effectivement, avec la création du DMP auparavant. Donc, les éditeurs de centres de santé, donc il y a un profil en fait centre de santé, mais on y reviendra dans la partie programme de financement à l'équipement. Aujourd'hui, il y a 14 logiciels de gestion de cabinet qui sont référencés. Il y en a 11 qui ont le profil centre de santé. Et on vous détaillera tout ça dans les diapos suivantes. Là aussi, je vais passer assez vite puisqu'on a prévu en fait 3 diapos juste après sur le financement, juste pour vous dire qu'en regard en fait des financements à l'équipement SONS, les pouvoirs publics ont aussi souhaité mettre en place des financements à l'usage, donc au travers de différents programmes et pour les libéraux au travers des différentes conventions, donc avec la création d'un forfait one-shot pour l'alimentation du volet de synthèse médicale notamment, qu'on détaillera un peu plus loin dans la seconde présentation.
Et puis, effectivement, des indicateurs d'usage donc sur l'utilisation du DMP, l'utilisation de la messagerie citoyenne entre les professionnels de santé et les patients. Ça, c'est une nouveauté de mon espace santé, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, la possibilité à l'initiative des professionnels de santé d'échanger via la messagerie citoyenne de mon espace santé avec les patients, avec aussi la possibilité, c'est important, de mettre fin à la conversation à l'initiative du professionnel de santé. Et à partir de 2023, la création d'indicateurs d'usage donc sur la e-prescription là, qui se déploie à partir depuis fin septembre, donc la e-prescription et l'application de carte vitale avec des campagnes qui ont démarré fin septembre à destination notamment des pharmaciens et des médecins. Voilà. Il y a un petit focus sur la télétransmission. Alors, pour 2021, donc, est requise la version du cahier des charges Sésame avec version addendum 6. Pour 2022, c'est la version du cahier des charges Sésame avec l'addendum 8 qui intègre l'application carte vitale ou d'un logiciel référencé Ségur. Et pour 2023, c'est la version du cahier des charges Sésame avec l'addendum 8, donc qui intègre l'application de carte vitale, puisque l'application carte vitale est actuellement en cours de généralisation dans 8 départements. Donc, il n'y a pas de département francilien concerné, mais effectivement, la généralisation globale sur tout le territoire est prévue à partir de 2023. Merci beaucoup, Arnaud. Du coup, on va partir sur une autre mesure qui est instaurée par cet avenant 4, qui est la régulation du conventionnement des centres de santé infirmiers. Donc là, on a une partie exclusive pour les centres de santé infirmiers. C'est une mesure qui entre en vigueur dès cet été. Donc, il n'y a plus de conventionnement possible pour les zones qui sont surdotées en infirmiers diplômés d'État libéraux, IDEL, pour les nouveaux centres de santé. Donc, pour les centres de santé qui existent d'ores et déjà ou qui recruteraient des infirmiers ou IPA supplémentaires, ils ne sont pas concernés. Par contre, c'est pour ceux qui souhaiteraient ouvrir un nouveau centre. Ça n'est pas possible dans une zone qui est surdotée. Et donc, par surdotée, on se fixe par rapport au zonage établi par l'ARS. Donc, il y a un point qui est réalisé régulièrement en commission paritaire nationale sur les centres de santé pour évoquer les nouvelles embauches dans les centres de santé dans ces zones surdotées. Donc, il y a une procédure spécifique qui peut être mise en place toutefois de façon dérogatoire pour des centres qui souhaiteraient malgré tout ouvrir dans ces zones surdotées. Donc, pour ça, ça va concerner les centres qui souhaitent s'installer, comme on disait. Pourquoi et quels motifs? Donc, il y a 2 motifs dérogatoires qui sont recevables. Le premier, c'est l'installation dans un QPV, donc quartier prioritaire de la ville, ou la réalisation d'une activité spécifique. On vous met l'exemple d'une organisation spécifique en lien avec des établissements pour la prise en charge de patients atteints de pathologies complexes, par exemple. Donc, c'est dès la prise de contact avec la caisse, quand le centre demande le conventionnement, et à l'issue de la remise du récépissé d'engagement de conformité par l'ARS, à ce moment-là, le centre a 1 mois pour formuler sa demande auprès de la CEPAM et le motif dérogatoire sur l'activité spécifique. Là, on vous met un petit schéma en fait, sur ce circuit de conventionnement pour les zones surdotées en infirmiers, donc, qui passe par la commission paritaire départementale, donc dans chacun de vos départements, un dépôt du projet de santé. L'ARS remet du coup l'accusé-réception avec le récépissé d'engagement de conformité qui autorise la délivrance de soins aux patients. Il y a une demande de conventionnement par le centre de santé à la CEPAM. Cette demande est examinée dans les 2 mois qui suivent. Il y a alors une saisine de la commission paritaire départementale pour avis dans les 15 jours qui suivent la demande. Ah, je n'ai pas modifié, excusez-moi. Normalement, en France entière, c'est commission paritaire régionale, mais nous n'en avons pas en Île-de-France. Donc, nous, on fait sur la commission départementale. Donc, examen par la CPD en Île-de-France. Cette commission, elle a 15 jours pour donner son avis. En ce cas, si le directeur de la caisse concerné suit l'avis de la commission paritaire, il a 15 jours pour se prononcer. À ce moment-là, il y a une notification du conventionnement ou du non-conventionnement, il manque le nom, par courrier au centre. Et par contre, la partie du bas, donc si le directeur de la caisse n'est pas d'accord avec l'avis rendu par la commission, à ce moment-là, il y a une saisine de la commission nationale dans les 15 jours qui suivent pour avis. Si l'avis de la commission paritaire nationale suit l'avis du directeur de caisse, notification du conventionnement ou non selon ce qu'est cet avis. En revanche, si la commission nationale diverge de l'avis du directeur de la caisse, il y a une saisine du directeur général de l'UNCAM
et auquel cas, saisie par la suite, notification au centre de santé. Voilà, une procédure dérogatoire pour l'ouverture de centres de santé infirmiers en zone surdotée. Et là, on a une partie avec différentes autres mesures qui sont apportées par cet avenant 4. Nous avons d'une part la transposition des avenants orthophonistes et orthoptistes. Donc ça concerne exclusivement les centres de santé polyvalents et médicaux qui ont ces professions. Pour l'avenant 18, orthophoniste, ça concerne la valorisation de l'implication des orthophonistes dans la prise en charge des enfants qui présentent des troubles du neurodéveloppement et qui sont orientés vers une plateforme de coordination et d'orientation. Et cette valorisation, elle passe par un forfait conventionnel qui est de 50 € qui peut être versé une fois par an par patient. Et pour les orthoptistes, il y a l'avenant 14 qui prévoit la revalorisation du forfait pour l'évaluation de l'environnement et de la stratégie de prise en charge du patient en situation de handicap sévère, qui est visé un FOT. Donc, il était de 33 € et il est désormais à 50 €, entré en vigueur au 21 juin. Autre mesure, donc là, ça concerne un indicateur de la rémunération forfaitaire spécifique. Il est mis à part parce qu'il entre en vigueur au 21 juin. Et en fait, c'est un indicateur qui existait déjà, mais au lieu de parler d'information, on parle désormais d'implication. Ça peut paraître pas grand-chose, c'est une question de sémantique, mais derrière, la valeur est importante. Et donc, il y a 2 niveaux de valorisation qui sont cumulables. Un niveau 1 qui est relatif à la consultation, l'information et la sensibilisation des patients. Par exemple, par un questionnaire de satisfaction, un sondage, une boîte à idées, des affichages dans la salle d'attente, des flyers qui peuvent être remis, la création d'un site internet. Et un deuxième niveau avec une co-construction, un partenariat, une co-décision avec les usagers. Donc, ce qui peut se faire, c'est par exemple un référent usager dans des groupes de travail, la participation d'un usager expert dans des ateliers d'éducation thérapeutique, l'implication des usagers dans les réunions de coordination ou carrément la création de comités d'usagers qui ont un pouvoir décisionnel dans la structure. On a également une revalorisation des indicateurs. Pareil, on les a mis dans les autres mesures parce que ça existait déjà, c'est juste une augmentation des points qui sont attribués. Donc, sur la fonction de coordination, on ajoute 300 points fixes et 450 points variables, ce qui fait désormais un total de 1000 points fixes et 1700 points variables jusqu'à 8000 patients. Et pour les très gros centres de santé, il y aurait 1100 points variables supplémentaires au-delà de 8000 patients. Il y a également revalorisation de la formation des jeunes professionnels de santé. Donc, il y avait un des points pour l'accueil d'un ou deux stagiaires. Désormais, il y a 225 points fixes supplémentaires pour un troisième et 225 supplémentaires pour un quatrième stagiaire. Donc ça, on a dit sur cette diapositive qu'elle est pour les centres de santé polyvalents et médicaux, mais il y a également une mesure pour les centres de santé dentaires avec l'ajout de 225 points fixes pour un stage supplémentaire et pour les centres infirmiers également 225 points fixes pour un stage supplémentaire. Donc pour les polyvalents médicaux, il y a une revalorisation de l'offre de diversité de services de soins, donc 100 points fixes au total, donc 50 points pour le niveau 1, 50 points pour le niveau 2, et revalorisation des consultations de second recours avec 100 points fixes au total, pareil, 50 points pour le niveau 1, 50 points pour le niveau 2. Il y a également la création de 3 nouveaux indicateurs dans cette rémunération forfaitaire spécifique. Un premier qui va donc valoriser la mise en place des protocoles de soins non programmés, des protocoles de coopération. Bien à distinguer des protocoles pluriprofessionnels qui sont d'ores et déjà validés pour appel à hauteur de 8 maximum. Là, on parle des protocoles de coopération entre professionnels. Et donc, il y a 100 points fixes par protocole dans la limite des 6 protocoles nationaux qui existent d'ores et déjà. Il y a également la valorisation de la participation du centre de santé au parcours insuffisance cardiaque au travers de 100 points variables cette fois. Pour ça, le centre de santé doit s'inscrire dans le parcours insuffisance cardiaque de l'assurance maladie et répondre à un ou plusieurs objectifs suivants. Identifier la patientèle qui présente une insuffisance cardiaque et ou la patientèle qui présente une pathologie à risque d'évolution vers la constitution d'une insuffisance cardiaque. Optimisation du diagnostic précoce de cette insuffisance cardiaque, qui peut passer notamment par la détection des marqueurs biologiques prescrits par le centre. Une optimisation de la fréquence de suivi médical,
Donc, pour l'insuffisance cardiaque, il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé avec des visites et des examens par un médecin généraliste, un cardiologue et un infirmier, en ville et ou en suivi externe de l'établissement. Et donc, il y aura notamment un suivi très particulier, très important pour la sortie d'hospitalisation lorsqu'il y a eu un épisode de décompensation aiguë de l'insuffisance cardiaque. Il y a également la possibilité de faire de la promotion de l'éducation thérapeutique, qui inclut l'appropriation des signes annonciateurs d'une décompensation, la pathologie justement pour évoquer une hospitalisation conventionnée juste avant, et une optimisation de la coordination de tous ces acteurs qui interviennent dans le parcours. Vous avez peut-être vu, il y a toute une campagne qui est menée par l'assurance maladie en partenariat avec le ministère et les ARS sur ce parcours insuffisance cardiaque. C'est donc dans ce cadre qu'il est valorisé dans l'accord des centres de santé. Il y a également la valorisation de la coordination pour les centres de santé, proposant un parcours qui vise à accompagner les enfants en situation de surpoids ou d'obésité commune, non compliqués ou présentant des facteurs de risque d'obésité. Donc, concrètement, c'est un dispositif qu'on appelle Mission Retrouve ton Cap. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. S'il y a des centres de santé de Seine-Saint-Denis notamment, ils connaissent ce dispositif puisqu'il s'agit en fait d'une généralisation d'une expérimentation article 51, donc un dispositif innovant qui avait eu lieu au cours des dernières années. Donc, il y a une évaluation positive et il est donc généralisé. Et il est possible pour les centres de santé et les maisons de santé pluriprofessionnelles qui le souhaitent de se référencer et de le mettre en œuvre. Et donc, c'est de ça qu'il est question. Et donc, ce dispositif a été généralisé par l'article 77 de la loi de financement de sécurité sociale de 2022. Et cette valorisation, elle passe par l'attribution de 100 points fixes. Donc, j'ai fini ma partie sur l'avenant 4 à l'accord national centre de santé. Alors, je vais voir s'il y a des questions. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez prendre la parole éventuellement. Sinon, n'hésitez pas à utiliser le module questions-réponses. Donc, je crois vous l'avoir dit au début, j'ai un petit doute. Donc, cette session, elle est enregistrée. On va donc diffuser en ligne cet enregistrement. Et il y aura également une foire aux questions qui sera réalisée avec toutes les questions que vous aurez posées et qui vous sera diffusée pour répondre à toutes les questions auxquelles on n'aurait pas éventuellement répondu en séance. Donc, je vois qu'on avait une question sur les anciens centres de santé pour savoir s'ils doivent formuler une demande de conventionnement. Donc oui, ceux qui n'avaient pas réalisé de formulaire, par principe, il était implicite, mais il y avait beaucoup de caisses qui avaient mis en place ce formulaire. Ceux qui ne l'ont pas rempli, vous avez été contactés par vos CEPAM, puisqu'il y avait une date limite au mois de juin qui avait été fixée pour ce conventionnement. Normalement, tous les anciens centres de santé qui le souhaitaient ont rempli cette demande de conventionnement. Tous ceux qui ne l'ont pas fait, du coup, ne sont pas conventionnés, donc ne bénéficient pas de tous les éléments qu'on vient d'évoquer ce matin. Et en plus, on applique ce qu'on appelle des tarifs d'autorité. Donc, ils ne sont plus sur les tarifs classiques fixés par les conventions. On bascule sur des tarifs d'autorité qui sont beaucoup plus faibles et donc le remboursement éligible pour les patients sera beaucoup plus faible. Alors, nous avons des questions. Donc, le docteur Braun, notre ministre, a dit qu'un médecin libéral pourrait être accompagné d'un assistant médical, soit un assistant pour un praticien. Pour les centres de santé comme le nôtre, nous avons droit, entre guillemets, à un assistant pour 50 praticiens. Est-il envisageable que le dispositif évolue et que l'on puisse recruter plus d'assistants médicaux? Donc, le dispositif des assistants médicaux, il est défini par du coup la convention médicale et il y a une transposition pour les centres de santé, donc pour les médecins libéraux, transposition pour les médecins salariés. Donc, c'est effectivement fonction de la patientèle médecin traitant et ou de la file active et du nombre de médecins généralistes ou autres spécialistes salariés du centre. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore d'évolution des textes. Vous le savez peut-être, il y a une nouvelle convention médicale qui va entrer en négociation à cette fin d'année 2022. Donc, on verra, je ne peux pas présumer s'il y aura ou non une évolution pour l'éligibilité sur le nombre d'assistants médicaux en centre de santé. On va suivre effectivement de près tous ces éléments. Alors, je vois qu'on a une question sur les IPA. Alors,
il y a beaucoup de choses. Les mesures étant effectives rétroactivement sur 2022. Pour hausse et rémunération forfaitaire, le recrutement d'une IPA au second semestre bénéficie-t-il a posteriori des financements de démarrage d'activité IPA en centre de santé? Quel est le référent Île-de-France qui gère les questions du financement des IPA en centre de santé et le conventionnement sur base de l'avenant 9? Si c'est référent régional, c'est moi, pour le coup. Lucie Coyard, donc à la coordination régionale. Alors, il faut que je vérifie. Je vous répondrai dans la fac. Il faudrait que je vérifie. On a eu des réponses nationales. Je ne voudrais pas vous dire d'erreur. Il me semble, donc, sur les revalorisations des indicateurs en présence d'IPA, là, on a bien une application sur l'ensemble de l'année 2022, donc sur les protocoles pluripro, les RCP. Par contre, sur le contrat de recrutement, il me semble qu'il y avait une tolérance, mais sur la diapositive, c'était bien écrit quand même en décembre. Donc, je vais vérifier, je vous répondrai postérieurement ou pendant la seconde partie, si vous restez. Je vous répondrai dans le chat et ultérieurement dans la fac. Qu'entendez-vous par population précaire et ou vulnérable? Les définitions ne sont pas claires, ne sont pas si claires que ça, pardon. AME et ex-CMU sont-ils inclus dans ces populations? Ou seulement lorsqu'ils sont en fin de droit, peut-on se faire aider par une assistante sociale mise à disposition au sein du centre de santé? Alors, c'est décrit pour le coup dans le texte qui a été noté sur les définitions de public vulnérable. Je me retrouve mon petit papier anti-sèche où je l'avais noté justement. Je me disais aussi que ça fait peut-être quand même précision. On le remettra peut-être sur la diapositive avant de la publier, comme ça, ce sera bien écrit. Donc, sur les publics vulnérables, il est précisé dans l'avenant 4 qu'il s'agit donc de situations sanitaires ou sociales particulières dans un contexte de grande précarité ou d'isolement avec une rupture des dispositifs de protection sociale. Il peut également s'agir d'une patientèle démunie. Donc, c'est une appréciation qui est quand même assez large sur la patientèle concernée. Et il peut bien sûr y avoir des travailleurs sociaux qui interviennent dans les centres de santé pour l'accompagnement à la gestion des droits, notamment ou pour les situations difficiles. Donc oui, il y aura on vous fournira la copie de ce diaporama, bien sûr. Le centre de santé Haussmann demande comment remplir les éléments de la ROS, parce que sur la TIH, ils sont non accessibles et ensuite par l'assurance maladie. Donc ça, effectivement, les caisses vous envoient tous les ans les procédures pour remplir. Vous avez donc une partie des indicateurs qui sont remplis automatiquement sur la base des données collectées par l'assurance maladie et une partie des indicateurs qui sont saisis par les centres annuellement. Donc, on a la TIH et également à l'Observatoire régional des centres de santé. Les questionnaires de conventionnement ont été envoyés à quelle période? Ça a été envoyé à partir de février, il me semble, jusqu'à juin. Il y a eu des relances pour les centres qui n'avaient pas répondu, parce que cette date limite était en juin 2022. Peut-on avoir la liste des justificatifs à fournir pour l'ensemble des nouveaux indicateurs? On pourra rajouter une diapositive à la fin du diaporama pour vous le repréciser effectivement. Est-ce que nous avons toujours le droit de les faire et de les envoyer au CEPAM? Je suppose que du coup, c'était la suite de la question précédente sur les questionnaires de conventionnement. Donc, pour les nouveaux centres, bien sûr, tous les nouveaux centres peuvent se conventionner. Et pour ceux qui étaient déconventionnés et qui souhaiteraient changer d'avis, vous pouvez bien sûr envoyer le formulaire de conventionnement à la CEPAM de votre ressort géographique. Pouvez-vous préciser les notions de protocole de coopération et protocole pluripro? Donc, les protocoles de coopération, c'est ça que j'aurais peut-être dû mettre l'annexe aussi, je vous la mettrai limite, sur les 6 protocoles de coopération qui sont autorisés au niveau national. En fait, on est sur une délégation de tâches entre un médecin et un autre professionnel de santé. Donc, sur les soins non programmés qui vous concernent, c'est donc une délégation à des infirmiers, à des masseurs-kinésithérapeutes et à des pharmaciens. On a par exemple la lombalgie, la varicelle. Voilà, on a 6 pathologies qui sont concernées, donc où le médecin peut choisir de déléguer des tâches à un autre professionnel de santé pour le suivi de pathologies particulières. Sur les protocoles pluriprofessionnels, là, on est sur différentes professions qui exercent au sein du centre, qui travaillent pour accompagner, alors ça peut être aussi pour différentes pathologies, mais là, donc, la liste est beaucoup plus large que ces 6 protocoles en particulier.
Ça peut être notamment sur de l'insuffisance cardiaque ou de l'obésité qu'on liste en dessous, mais ça peut être sur plein de pathologies différentes. Il y en a qui sont mis en place sur de très nombreuses pathologies, sur des organisations particulières au sein des centres. À qui devons-nous nous adresser pour obtenir les formulaires, pour obtenir les subventions? Donc là, c'est à votre référent en CEPAM, votre caisse primaire d'assurance maladie. Dans chaque département, vous devez avoir connaissance de vos référents. Donc, vous aurez du coup la possibilité d'obtenir tous les formulaires pour les différentes rémunérations conventionnelles et subventions qui sont ouvertes au centre de santé. Je crois qu'on a balayé toutes les questions qui étaient dans le chat. Donc, si jamais, pour ceux qui restent, pour les centres de santé médicaux et polyvalents, pour la seconde partie de ce webinaire, surtout n'hésitez pas à les poser. Par la suite, on les reprendra a posteriori. Et donc, on va passer à la seconde partie sur le Ségur du numérique. Donc, elle concerne les centres médicaux et polyvalents. S'il y a des centres de santé infirmiers et dentaires qui sont connectés et qui souhaitent rester, vous pouvez bien sûr rester avec nous. Et merci à tous ceux qui nous quitteraient dès maintenant pour votre participation. Merci Lucie. Donc effectivement, on a souhaité vous faire ce second webinaire en fait sur chacun des couloirs Ségur. On essaye depuis la rentrée de septembre de faire un second webinaire pour rappeler les différents messages, notamment pour rappeler les dates limites de commande Ségur, puisque c'est notamment le cas pour le couloir médecine de ville. Les éditeurs n'étaient pas prêts, donc la date limite de commande a été décalée donc, au 30 novembre. Donc, on avait déjà fait un premier webinaire donc, le 18 mars dernier de mémoire. Donc, forcément, sur mon espace santé, on était un peu moins avancé qu'aujourd'hui. Le référencement était ouvert, mais on avait à ce jour peu d'éditeurs référencés. Donc, je ne sais pas si… Ouais, voilà. Donc, juste l'ordre du jour du webinaire, donc, on va vous rappeler le cadre général et les objectifs du Ségur numérique, donc quelques éléments de contexte, avec l'accélération du déploiement de la feuille de route du numérique en santé, et vous faire un petit point du coup d'actualité sur mon espace santé et l'activité DMP. Ensuite, on fera un petit focus sur les programmes à destination des centres de santé, donc notamment le dispositif SONS. Donc SONS, c'est système ouvert et non sélectif, c'est le programme de financement à l'équipement. Le financement à l'usage, dont on a déjà vu les diapos tout à l'heure. Une petite synthèse pour vous rappeler ce qu'il faut faire le pas à pas, notamment avec cette date limite du 30 novembre qui arrive très très vite désormais. Donc avec des démarches à engager assez rapidement de votre côté. Et puis on aura une partie session questions-réponses à la fin. On essaiera de répondre à un maximum de questions en direct. Et sinon, effectivement, comme à chaque webinaire, on fera une foire aux questions qu'on mettra en ligne sur le site Vitrine Ségur, donc, du site régional. Voilà, donc on fera la présentation à 3 voix, donc avec Yoann Castro-Reyes qui va commencer sur la première partie, qui est chef de projet Ségur à l'ARS, et puis Hugo Bergamini va nous rejoindre aussi côté des CGDR. Je ne sais pas s'il est connecté là, mais ça ne devrait pas tarder. Yoann, je te laisse la main. Merci beaucoup Arnaud. Bonjour à tous, merci beaucoup pour le temps que vous nous accordez. C'est précieux. Et alors donc oui, en effet, donc chef de projet Ségur numérique à l'ARS Île-de-France. Nous œuvrons pour le déploiement de numérique en santé dans la région en suivant la feuille de route Ma Santé 2022 qui s'installe au niveau national. Donc brièvement, donc quel est le contexte du programme Ségur numérique? Donc c'est un programme de financement, c'est 2 milliards d'euros, un investissement historique au service de la numérisation des parcours de soins, à 100% financé par l'Union européenne et par le plan France Relance. Et donc, l'objectif de ce programme est de généraliser le partage fluide et sécurisé de la donnée de santé, de la data entre professionnels et avec l'usager, professionnels de santé évidemment, pour mieux prévenir et mieux soigner. En effet, le numérique permet d'agir sur la prévention grâce à la coordination des informations utiles et nécessaires pour la prise en charge de chaque patient, et ce qui permet par la suite d'avoir une vision beaucoup plus globale sur les soins que le cercle de soins fait auprès du patient. Ce programme, donc le programme de Ségur numérique, vient alimenter mon espace santé. Donc, mon espace santé, actuellement, il existe
un pour chaque citoyen. Et ce qui permet à chaque citoyen, à chaque patient, d'avoir une vision consolidée de son parcours de soins. Tout à l'heure, quand je lisais les questions, quelqu'un, un médecin, un docteur a posé la question sur l'empowerment. Donc, c'est dans cette logique-là, c'est-à-dire que les patients peuvent avoir une visibilité sur ce qu'ils font les professionnels de santé, sur sa santé. Donc, ce qui fait de lui un acteur de sa santé. À gauche, donc, on répète un peu, donc des moyens historiques. En effet, 2 milliards d'euros, mais comment est-ce qu'on divise ça? Donc, 1,4 milliard pour le partage des données de santé sur 3 ans et 600 millions dédiés au secteur médico-social sur 5 ans. Quand on parle de 1,4 milliard pour le partage des données de santé, on parle de 5 couloirs qui ne sont pas le médico-social. On va venir sur ça après. Pharmacie, médecin de ville, laboratoire, radiologie, entre autres. Donc, merci. Donc, une idée de marche à franchir. Donc, à un moment donné, on avait 10 millions de documents échangés. Ça a été assez boosté par la crise sanitaire. Et l'idée, c'est de passer de 10 millions à 250 millions de documents échangés par an via le dossier médical partagé et la messagerie sécurisée de santé à fin 2023. Alors, donc, je reviens à cette idée de patients au centre des soins, des professionnels de santé, de son parcours de soins. Donc, vous voyez ici, dans ce petit diagramme à gauche, donc le patient il est au centre avec son DMP. Donc, son DMP, c'est le lieu où on stocke, où on archive la documentation. Donc, la documentation qui contient en elle-même de la donnée de santé. Et autour de patients satellites, les différents couloirs, c'est comme ça qu'on les définit. Donc, il y a un couloir qu'on appelle les pharmacies. Si je vais à gauche, il y a les médecins de ville, donc ça vous concerne. Si je descends, il y a biologie médicale, radiologie, établissements médico-sociaux, établissements de santé. Vous verrez dans chaque couloir, une autre petite bulle, mais pareil, je vais approfondir ça, des dispositifs de sécurité qu'on est en train de mettre en œuvre dans toute la région et dans tous les pays. Vous voyez qu'il y a ProSanté Connect, donc c'est un mécanisme sécurisé d'accès à la donnée de santé. Et vous avez aussi l'INS, que c'est l'identifiant national de santé, qui part du principe de la identitovigilance que vous connaissez très bien. Vous voyez dans les flux de communication, dans les flux d'échange de données avec les flèches, les types de documents qu'on échange avec les DMP et l'AMS Santé. L'AMS Santé permet aux différents professionnels d'échanger entre eux, de communiquer des comptes rendus de laboratoires, des ordonnances, des synthèses médicales ou autres, et aussi permet de communiquer avec les patients grâce à la messagerie sécurisée de santé. Donc, l'idée, c'est marqué à droite, donc c'est de développer les partages fluides et sécurisés des données de santé dans les différents couloirs que je viens de citer. Le slide suivant, s'il te plaît. Alors, donc l'idée, elle permet, ce qu'on vient de dire, c'est d'accélérer le déploiement de la feuille de route. Cette feuille de route s'appuie sur les référentiels et services socles. Les référentiels que vous avez à droite, c'est la base de la sécurisation de la donnée de santé et de partage et d'échange des données de santé. Vous voyez une fois de plus l'icône de l'INS, donc c'est identifier les bons soins pour les bons patients. Donc, éviter qu'un document puisse aller dans un autre patient. Donc, il y a un programme qui est très, très important d'identifier, d'avoir la bonne identification du patient avec l'INS. Et à droite, pareil, donc la ProSanté Connect qui permet d'identifier les professionnels de santé qui fait partie du cercle de soins pour accéder au dossier du patient. À gauche, on a les services socles, donc c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, donc le DMP qui permet de stocker des données de santé, donc l'ensemble de la documentation, et aussi une messagerie, c'est-à-dire une messagerie comme celle qu'on utilise quand on envoie un mail, mais sécurisée, protégée, pour qu'on puisse avoir des échanges en toute confiance. Au centre, on voit mon espace santé, que c'est la partie qui, c'est l'espace santé de chaque citoyen, de chaque patient. Donc, chaque patient, grâce à son espace santé, a accès à son DMP et a aussi la possibilité de communiquer via la messagerie de sécurité de santé citoyenne avec son médecin pour justement transmettre des informations lui aussi.
Donc, on voit aussi demain, donc bientôt, un autre service socle arrivera en scène, c'est l'ordonnance numérique, c'est-à-dire une ordonnance qu'on pourra partager entre professionnels avec les différents couloirs, comme par exemple la pharmacie et les médecins de ville. Et aussi, on a un autre référentiel socle, l'application carte vitale, qu'on a parlé tout à l'heure, donc c'est la PCV. C'est de pouvoir identifier ou de récupérer les informations de la carte vitale avec une application sur mobile, par exemple. Donc, les services et référentiels socles permettront de renforcer la sécurité et développer l'interopérabilité des systèmes d'information et santé. Alors, donc, mon espace santé, donc on va contextualiser aussi la partie dédiée aux patients. Donc, mon espace santé regroupe 4 principales fonctionnalités. Donc, d'un côté, on a le dossier médical qui permet aux patients, aux citoyens de consulter et d'alimenter son dossier médical partagé. Il permet aussi d'avoir une vision sur les comptes rendus, sur les ordonnances, sur la documentation que les professionnels déposent sur l'espace santé. Donc, il peut avoir accès rapidement à ce type d'informations. Il peut aussi alimenter son espace santé et son DMP grâce à son profil médical. Donc, il peut renseigner les antécédents médicaux, les vaccinations, les allergies, les mesures de santé. Très importante lorsque on se rend chez un médecin et qu'il nous demande une vaccination, on sait qu'on les a. Donc, on a un historique de ce qu'on a fait sur soi. On a d'un autre côté la messagerie, que c'est la possibilité de recevoir et d'échanger des informations avec des professionnels de santé, avec l'équipe de soins. Donc, grâce à la messagerie sécurisée de santé, on évite de s'inquiéter sur la non-sécurisation des données. Donc, c'est un espace de confiance qui est favorisé par les pouvoirs publics. Donc, on peut échanger de manière sécurisée grâce à l'MS Santé. Et à venir, donc quelque chose qui va venir, c'est des évolutions de produits. Donc, il y aura l'agenda. L'agenda qui permettra aux patients d'intégrer ces rendez-vous et aussi de communiquer avec les professionnels de santé. Donc, une fonctionnalité clé pour justement améliorer la qualité de la prise en charge de chacun. Et d'un autre côté, il y aura les catalogues de services, donc des applications référencées par l'État avec 3 logiques, donc sécurité, éthique et interopérabilité, qui permet à ces applications de rendre plus spécifique les suivis des soins de chaque patient et de chaque type d'affection éventuelle. Les slides suivantes, s'il vous plaît. Voilà, donc mon espace santé, dans des grandes lignes, c'est une plateforme pour chaque personne. Donc, on a d'un côté, pour les usagers, pour les patients, les dossiers médicaux qui se trouvent dans mon espace santé et aussi la messagerie sécurisée de santé. Et pour les professionnels, ils travaillent avec les DMP et la messagerie sécurisée de santé. Actuellement, tous les patients qui ne se sont pas opposés à la création de mon espace santé ont bénéficié de la création du dossier médical et d'une messagerie de santé, mon espace santé. Les slides suivantes, donc pour être plus clair, donc la fin des opérations de création automatique des profils mon espace santé a eu lieu le 10 juillet 2022. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, si on ne s'est pas opposé à la création de mon espace santé, chaque citoyen a déjà mon espace santé ouvert, soit activé ou non. Donc, ça veut dire que les différents couloirs, les différents professionnels de santé, s'ils ont un logiciel sécurité compatible, alimentent déjà les dossiers médicaux de chaque personne. Donc, et ceci, voilà, donc c'est marqué là. Donc, depuis la fin des créations automatiques, il est donc possible pour les médecins d'alimenter les DMP pour tous les patients qui ceci aient activé ou non leur compte Mon Espace Santé, sauf opposition de leur part. Donc, la priorité est de développer les usages pour les acteurs de santé et les usagers, de poursuivre l'inclusion des usagers les plus éloignés du numérique. Donc, il y a un dispositif qui pilotait beaucoup pour le national, la DNS et la ANS, que c'est le réseau des ambassadeurs qui ont pour mission d'accompagner les citoyens à l'approvisionnement de Mon Espace Santé. Ceci est très important parce qu'on constate, on sait très bien qu'il y a des gens qui sont en situation de fracture numérique. Et donc, dans une logique d'inclusion numérique, il y a des associations et des services qui sont
mobilisés par l'État pour agir en faveur de ces personnes-là, pour qu'on puisse, dans un cadre éthique, de donner, inclure tout le monde dans ces grands projets. Vous aurez là des cas d'usage en vidéo sur la QR code, sinon sur l'URL qui est là, donc vous recevrez le support. Donc, les dernières actualités, donc il y a eu une nouvelle campagne de communication nationale qui a été lancée le 11 septembre 2022, donc aux médias et aussi en ville. Vous l'aurez vu, les spots publicitaires à la télévision, via astronautes, etc. On va continuer à informer et à peaufiner les informations qui sont dans une campagne de communication. Et aussi, vous transmettra cette information. Donc, il y a un mémo sur les droits des patients et des professionnels de santé. Et donc, il y a beaucoup de documentation qui a été faite. Donc, on vous transmettra tout ça pour améliorer la compréhension de ces projets. Les lancements de catalogue, il y aura bientôt lieu, dernier trimestre 2022. Merci Arnaud. Donc, pour finir, il y a un contexte, donc le contexte actuel sur l'activité de DMP en Île-de-France. Je laisserai aussi la DCGR complétée, mais on peut voir l'évolution, la progression de l'alimentation et des documents de chaque DMP, de chaque patient. Donc, on peut voir dans les différents couloirs, dans les lignes, comment en 2022, les trimestres 1, 2 et 3, on a eu une évolution assez forte, nombre d'acteurs qui alimentent le DMP. Et on peut voir aussi de manière exponentielle le nombre de documents alimentés entre les 3 trimestres de 2022. Donc, on a passé de 97 000 à 677 293 en T3 2022. Donc, la graphique, elle est là pour le montrer. Médecins de ville, bon, on voit aussi une évolution assez importante concernant les médecins généralistes depuis juillet. Et donc voilà, donc on continue avec la progression au niveau des établissements sanitaires, des laboratoires et les différents couloirs. Donc l'idée, c'est de continuer dans cette cible, alimenter les DMP de chaque patient, de chaque citoyen de manière assez forte. Merci Johan. Donc, Hugo nous a rejoint pour la partie sur le financement à l'équipement. Je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Arnaud et merci Johan. Effectivement, donc une information donc, sur le dispositif de financement à l'équipement logiciel, donc ce qu'on appelle plus communément le dispositif SONS, système ouvert et non sélectif. Donc, en pratique, c'est un dispositif mis en place par l'État dans le cadre du Ségur qui passe par le principe d'un mécanisme d'achat pour compte. Donc, en gros, c'est l'État qui finance directement pour le compte des utilisateurs, donc établissements de santé, professionnels de santé libéraux, centres de santé aujourd'hui et établissements médico-sociaux, des prestations d'équipement logiciel auprès de l'éditeur. Donc, en pratique, l'État a défini un certain nombre d'exigences que les éditeurs doivent intégrer dans leur logiciel. C'est ce qu'on appelle les exigences techniques et fonctionnelles. Les éditeurs sont invités à équiper leurs clients, donc l'établissement de santé, centres professionnels, de ces logiciels référencés Ségur. L'État et donc l'Agence du numérique en santé a mis en place un référencement des logiciels visant à un référencement des logiciels qui ont bien intégré ces fonctionnalités et qui respectent donc ces exigences. La liste des logiciels référencés est publiée sur le site de l'ANS. Et en contrepartie des développements et de l'obtention du référencement, l'État va financer l'éditeur de la solution référencée pour l'installation, la mise en œuvre et la formation des utilisateurs sur ce logiciel. Donc, le contenu de ce financement, c'est ce qu'on appelle la prestation Ségur, qu'on va vous détailler juste après. Et l'objectif de ce financement par l'État, de ce mécanisme d'achat pour compte, c'est que l'État paye la mise à jour du logiciel directement à l'éditeur, avec comme objectif qu'il n'y ait pas de surcoût, ou en tout cas un surcoût qui soit le plus restreint possible pour le client, sur le périmètre lié à cette prestation Ségur. Donc, si on revient pour les centres de santé, et la question a été posée d'ailleurs dans le fil de discussion,
un dispositif, en fait, le dispositif SON, c'est financé par couloir, donc par catégorie d'acteurs ou catégorie de logiciels, ce qui correspond aux différents secteurs d'activité. Donc, il y a un couloir hôpital, un couloir imagerie médicale, un couloir biologie, un couloir médecine de ville, un couloir pharmacie, un couloir médico-social. Chaque couloir peut couvrir un ou plusieurs types de logiciels et fait l'objet de vagues de financement. Ce qui est important à noter pour les centres de santé, et la question a été posée, si un centre de santé a à la fois une activité de radiologie, enfin, d'imagerie, et une activité, par exemple, on va dire de médecine plus classique, de médecine de ville, il peut être éligible. Il s'agit de deux couloirs différents, donc il peut être éligible à la mise à jour de deux logiciels. D'un côté, la mise à jour du logiciel médecine de ville qui est couvert par ce couloir, et de l'autre, par la mise à jour du logiciel d'imagerie, le RIS, qui est couvert par le couloir imagerie du Ségur. Donc ça, c'est un point important qu'on souhaitait également vous signaler, puisque certains centres de santé peuvent avoir ces deux activités. Je note que tu passes à la slide suivante. En pratique, quelles évolutions doivent être intégrées au logiciel Ségur? Donc, il y a les logiciels pour obtenir le référencement Ségur doivent intégrer les référentiels et services socles, donc, ce qui vise à faciliter le partage fluide et sécurisé des données. Donc, ça passe par l'INS, Identifiant national de santé, intégrer la DMP compatibilité, donc à la fois pour la partie alimentation et consultation, intégrer également le lien avec la messagerie sécurisée de santé, intégrer ProSanté Connect pour l'authentification des professionnels, et également l'AppCV, donc l'application carte vitale qui va être déployée à partir de 2023 dans la région, et la e-prescription unifiée. Alors on parle désormais d'ordonnance numérique, mais qui est le dispositif qui permet de sécuriser et dématérialiser le circuit des prescriptions. Ils doivent également faciliter l'intégration des documents et données numériques reçus de professionnels de santé par MS Santé ou provenant du DMP patient. Donc, en pratique, si un laboratoire, pour donner un cas relativement fréquent, vous transmet un compte-rendu de biologie structuré par messagerie sécurisée de santé, l'objectif est que votre logiciel soit capable d'intégrer les données de ce compte-rendu dans le dossier patient en les classant correctement et en permettant donc derrière que ce soit facilement utilisable par vos professionnels lorsqu'ils prennent en charge le patient concerné. Ils doivent également générer certains documents et données numériques, notamment le volet de synthèse médicale pour l'activité médecine de ville et notamment pour vos patients dont un médecin du centre de santé est médecin traitant, au format structuré si possible, puisque ça facilite derrière également l'utilisation et la consultation par les autres catégories de professionnels de santé qui peuvent être amenés à prendre en charge ce patient. Ils doivent également faciliter l'envoi de ces documents par MS Santé vers un professionnel de santé ou vers le patient, vers sa messagerie santé citoyenne au sein de mon espace santé, et également les déposer dans le DMP du patient. Et enfin, il y a également un certain nombre d'exigences qui ont été intégrées, d'exigences d'ergonomie pour lever les principaux freins à l'usage identifiés par les médecins utilisateurs de logiciels. Donc là, le but est que ce soit plus facile à utiliser pour faciliter le déploiement des usages. Et enfin, un dernier point, ils doivent également mettre à disposition les données de santé sous un format lisible, exhaustif et exploitable. Donc l'éditeur a cette obligation, c'est ce qu'on appelle la portabilité des données. Donc les données doivent pouvoir être mises à disposition des clients par l'éditeur, notamment en cas de décision de changement de logiciel, par exemple. Le périmètre de la prestation Ségur, donc qu'est-ce qui est financé par l'État? Parce que l'État finance, c'est à la fois la licence d'utilisation du logiciel sur le périmètre couvert par le Ségur, les frais d'installation, de configuration et de qualification du logiciel, la maintenance corrective sur le périmètre lié au Ségur, l'accompagnement des clients à l'obtention d'un certificat logiciel de type organisation, et ça peut être quelque chose d'utile pour les centres de santé, le suivi du projet et la livraison de la documentation, bon, ça c'est des choses relativement classiques. Et enfin, et ça c'est un point important, et un rappel a notamment été fait aux éditeurs récemment, cette prestation Ségur couvre également la formation des professionnels de santé utilisateurs à la prise en main et à l'utilisation de cette version mise à jour du logiciel. En revanche, la prestation Ségur ne finance pas certains éléments, ça ne finance pas les boîtes aux lettres MS Santé nominative, applicative ou organisationnelle.
les coûts associés à un changement complet de logiciel, indépendamment des évolutions évoquées, des évolutions spécifiques au Ségur, ou le rattrapage lié à une version vétuste ou très ancienne d'un logiciel. Et ça ne finance pas non plus certains coûts d'infrastructure additionnels qui peuvent, dans certains cas, être nécessaires. L'acquisition de serveurs, le changement en fait, du parc informatique, le changement de vos ordinateurs, par exemple, ou la migration complète d'un système de gestion de base de données. Un point également d'information, alors on va faire assez court, mais il est possible également de commander, et là votre éditeur peut vous accompagner et doit vous accompagner, ça fait partie des missions qui lui sont confiées et des aspects sur lesquels il est financé, peut en fait installer et mettre en place un certificat logiciel au nom de votre structure, de votre organisation. Le but de ces certificats logiciels, c'est de sécuriser l'identification électronique des personnes morales, donc là en l'occurrence centre de santé, sur les services numériques de santé, donc le DMP, l'INSI, donc le téléservice qui permet d'appeler l'INS, de vérifier l'INS d'un patient. Donc, dans ce cadre-là, l'ANS, l'Agence numérique en santé, délivre ses certificats à travers son autorité de certification et ça vise à simplifier leur obtention pour l'ensemble des acteurs. Donc, il y a 3 principes. Le premier principe, c'est que les professionnels de santé peuvent accéder aux référentiels et services socles avec leur carte CPS. Les centres de santé et maisons de santé peuvent toutefois également utiliser un certificat de structure pour se connecter à ces services. Ça peut être notamment le cas si, par exemple, vous décidez de vous organiser au niveau du centre pour avoir une alimentation qui soit organisée par les équipes support ou administratives au sein du centre qui poussent les documents dans le DMP. Le certificat d'une structure peut être mutualisé entre plusieurs services. Par exemple, voilà, l'alimentation DMP, l'échange entre le logiciel métier et l'opérateur de l'OMS Santé, à l'exception du téléservice INSI, dont le nommage du certificat doit respecter des conventions prévues dans le guide d'intégration INS. Donc là, il y a des règles, mais les éditeurs sont parfaitement informés. Et une seule demande d'habilitation auprès de l'ANS est à faire par structure de santé. Et il suffit pour avoir le droit de retrait des différents certificats pour l'usage du DMP et l'INSI. Voilà, donc là-dessus, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre éditeur qui peuvent réaliser les démarches pour vous par délégation et donc faire un peu ce rôle d'administrateur technique pour l'obtention des certificats. Et juste en complément, Hugo, il y a un guide aussi de commande de certificats qu'on mettra, on mettra le lien dans la FAQ. On peut aussi peut-être le mettre dans le fil de discussion d'ici la fin de la présentation. Merci Arnaud. Peut-être la slide suivante. Voilà, donc si on reprend sur le couloir, sur le financement à l'équipement SONS, donc le reste à charge, en termes de reste à charge, donc le fournisseur, l'éditeur de logiciel reçoit le financement de l'État en contrepartie de la réalisation de la prestation Ségur complète dans toutes ses composantes, donc normalement sans aucun surcoût pour le client. Ça intègre également la portabilité des données, c'est-à-dire que l'éditeur s'engage à intégrer dans les conditions générales d'utilisation une clause qui permet la mise à disposition des données du périmètre financé par l'État sous un format lisible et exploitable et que cette clause peut être activée par le client sous 15 jours sans surcoût. Non-conditionnement. Donc, la prestation Ségur est une prestation autonome qui ne peut pas être conditionnée par le fournisseur ni à un engagement contractuel du client, ni à la souscription d'une nouvelle option contractuelle par le client. Donc ça, c'est des éléments importants qu'on veut vous indiquer également. Et en termes de formalité administrative, c'est l'éditeur qui doit se charger de tout ou presque, c'est-à-dire au niveau du centre de santé ou d'un professionnel libéral, puisque la logique est la même, a comme tâche de valider le bon de commande de la prestation Ségur auprès de son fournisseur de logiciels et le cas échéant d'attester de la bonne livraison de la prestation, c'est-à-dire de la bonne exécution de la prestation, c'est-à-dire que le logiciel a bien été intégré, qu'il y ait eu la formation, l'aide à la prise en main, l'installation et l'aide à la commande éventuellement des certificats logiciels. Donc là, ce qu'on vous a expliqué, c'est la démarche globale du périmètre médecine de ville. Si on rentre un peu plus dans le détail et si on se rapproche de ce qui concerne les centres de santé, donc le couloir médecine de ville concerne à la fois les médecins libéraux, quelle que soit la spécialité donc, qui exercent en cabinet de ville,
mais également les maisons de santé, donc à savoir les professionnels de santé libéraux associés au sein des maisons de santé, et pour les centres de santé, les professionnels de santé, médecins et non médecins, donc autre catégorie de professionnels de santé, qui sont salariés d'un centre de santé médical ou polyvalent, en dehors des centres de santé dentaires et infirmiers qui ne sont pas concernés par le couloir Sens Médecine de Ville. Donc c'est pour ça que cette seconde partie du webinaire, nous avions précisé dans l'invitation qu'elle était axée sur les centres médicaux et polyvalents. Pour les centres de santé, la commande de la prestation Ségur doit être faite bien sûr par le centre de santé sur la base de son effectif de professionnels déclaré à l'assurance maladie, et il est demandé lors de la commande de choisir une solution de l'ANS qui a le profil centre de santé, bien sûr. Une autre précision importante concernant les centres de santé et maisons de santé, c'est l'articulation entre le label e-santé, logiciel de structure d'exercice coordonné, donc logiciel maison et centre de santé, et le dispositif SONS. Ces deux procédures sont indépendantes l'une de l'autre. Donc, à ce stade, le dispositif SONS n'a pas d'impact sur la labellisation e-santé des logiciels de maison et centres de santé. Donc, pour rappel, la labellisation des logiciels MSP et centres de santé a été mise en œuvre depuis 2012 par l'ANS. Elle vise à apprécier la conformité des logiciels avec un ensemble d'exigences sur les fonctionnalités couvertes, notamment le dossier patient, et le support à la prise en charge coordonnée effectuée au sein des structures. Le dispositif SONS, en revanche, lui, vise à vérifier la conformité des logiciels avec les caractéristiques de mon espace santé, donc notamment tout ce qui concerne l'interopérabilité avec le DMP, avec les messageries de sécurité de santé, l'INS et ProSanté Connect pour l'authentification des personnels utilisateurs des services. Donc, il est possible pour un centre de santé d'avoir un logiciel qui est labellisé, mais également référencé Ségur. Les éditeurs de logiciels labellisés ont été incités à s'inscrire dans la démarche de référencement et ils sont tout à fait éligibles. On vous montrera sur la slide suivante. Voilà, donc ce qui est... Ah oui, pardon, merci Arnaud. Voilà, donc effectivement, là, on vous a récapitulé les types de logiciels qui existent également, mais qui ne sont pas éligibles au financement Ségur. Donc, ça peut être par exemple des logiciels connexes qui sont également utilisés. Il y a une spécificité de l'activité au sein de votre centre. Par exemple, si vous avez un second logiciel pour l'activité infirmier ou pour l'activité dentaire, celui-là ne sera pas éligible à ce financement. Les logiciels ou solutions de télémédecine ne sont pas concernés non plus par le financement Ségur. Les logiciels de comptabilité, etc. Donc voilà, je ne vais pas faire toute la liste, mais on vous a précisé ces éléments. Un point sur le référencement et les échéances, et ça c'est un élément important à retenir pour vous, c'est les échéances à respecter pour pouvoir bénéficier du financement et de la mise à jour, donc de la mise à jour Ségur et du financement par l'État. Donc c'est de signer les bons de commande avant le 30 novembre 2022. Initialement, la date avait été fixée au 15 juillet, mais elle a été décalée à fin novembre compte tenu d'un léger retard au démarrage par les éditeurs pour obtenir le référencement. Donc pour les centres de santé qui n'auraient pas encore sollicité ou qui n'auraient pas encore été sollicités par les éditeurs, nous vous invitons à rapidement prendre contact avec eux pour procéder à la commande de cette version Ségur de votre logiciel, et on vous invite à anticiper cette échéance du 30 novembre qui arrive assez rapidement désormais, puisque le 30 novembre, c'est la date à laquelle vos éditeurs doivent remonter au niveau national les commandes qu'ils ont reçues de leurs clients pour bénéficier du financement. La deuxième date qui est à retenir, c'est la date limite imposée aux éditeurs pour installer la version Ségur numérique du logiciel, mais également réaliser l'ensemble des éléments de la prestation Ségur, c'est-à-dire la mise en marche, la formation des clients, etc. Et donc là, cette date limite est fixée au 28 avril 2023. Et donc, de la même manière, nous vous invitons, si vous avez déjà passé commande, à vous rapprocher de votre éditeur pour planifier cette installation, voilà, sachant que selon les logiciels, cela peut prendre plus ou moins de temps à la fois pour
pour la planification, mais également en temps d'installation. Donc ça, on vous invite à anticiper, à contacter vos éditeurs. La liste des logiciels référencés Ségur a été mise en ligne sur le site de l'ANS, elle est accessible, elle est publiquement. On vous a mis ici, pour information, les 14 logiciels qui sont référencés pour le couloir médecine de ville. Alors, on ne les a pas mis ici, mais pour le couloir radiologie, puisque certains centres ont posé la question, et je crois que certains centres peuvent également être concernés par une activité de biologie. Vous avez également sur le site de l'ANS accès à la liste des logiciels référencés. Mais là, le tableau qu'on vous a mis concerne les logiciels référencés Ségur, et on vous a mis en vert ceux qui sont également considérés comme adaptés au centre de santé. Vous trouverez également un certain nombre d'informations utiles sur le site de l'ANS. Donc, vous avez notamment un fichier de calcul qui permet d'identifier en fait, pour les centres ceux qui sont éligibles au financement. Alors, je vous précise juste que les données présentes sur ce lien concernent les centres de santé qui étaient en activité à fin 2021 et qui rentraient dans le périmètre. Il n'y a pas les centres médicaux et polyvalents qui ont pu démarrer leur activité depuis le début d'année 2022. Toutefois, les centres médicaux et polyvalents qui ont démarré depuis cette année sont également éligibles à ce financement, à condition qu'ils soient bien sûr également adhérents à l'accord national des centres de santé. Vous avez également sur le site de l'ANS les informations détaillées concernant le financement SONS, donc avec les arrêtés, le dossier de spécification de référencement que les éditeurs devaient suivre, le référentiel des exigences et scénario de conformité, donc en gros les fonctionnalités que les éditeurs doivent intégrer, et l'appel à financement qui explique le mécanisme de ce financement à l'équipement. Donc les financements à l'usage, on les a déjà évoqués lors de la présentation Avenant 4. Mais effectivement, pour chacun des 6 couloirs du Ségur, on a des financements à l'usage destinés à encourager les pratiques, notamment sur le DMP, l'augmentation du DMP et l'utilisation de la messagerie sécurisée qui ont été mis en place. Donc sur le couloir hôpital, c'est le programme SONEF, pour lequel on a un très bon taux de participation au niveau régional, ce qui explique aussi sur les statistiques du DMP, le très bon niveau d'alimentation, notamment depuis juillet, depuis la fin des créations automatiques côté couloir hôpital. Donc, c'est un programme qui s'inscrit dans la continuité du programme hôpital numérique. Pour les professionnels libéraux et structures de ville, donc l'AVENANT 9 à la convention médicale, donc pour les médecins libéraux et les MSP. L'AVENANT 4, effectivement, qui, pour vous, centre de santé, c'est une transposition finalement des mesures de l'AVENANT 9 dans l'AVENANT 4, en tout cas en ce qui concerne la partie numérique. Et on a des travaux qui sont en cours sur d'autres couloirs. Donc, en fait, c'est prévu à partir du T2 2023. Les sages-femmes, chirurgiens dentistes, infirmiers et kinés devraient être concernés par le financement à l'équipement et donc aussi avec des négociations conventionnelles qui vont s'engager pour aussi mettre en place des financements à l'usage. Et sur la partie ESMS, on a le programme ESMS numérique, donc qui prévoit le déploiement d'une solution de dossier usager informatisé. Donc là, c'est les mêmes slides que tout à l'heure, que je vais détailler. Donc effectivement, pour le volet synthèse médicale, la création d'un forfait one-shot pour la patientèle ALD, donc avec une rémunération par ETP, donc de 1 500 € dans la limite de 5 ETP médecins généralistes. Donc, VSM alimenté dans le DMP pour au moins 50% de la patientèle et 3 000 € pour des VSM alimentés pour au moins 90% de la patientèle ALD. Donc, le forfait est pondéré par la taille de la patientèle médecin traitant avec une majoration de 20% si au moins un tiers des VSM sont en format structuré, avec une période d'observation du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 et un versement donc, au deuxième semestre 2023. Donc, sur 2022, on a eu la création d'un indicateur d'usage du DMP, donc avec 40 points fixes par ETP, donc dans la limite de 5 ETP médecins généralistes, avec un taux de consultation donc de 20%, qui est repris effectivement une transposition de l'AVENANT 9, donc donnant lieu à une alimentation d'un document dans le DMP, la création d'un indicateur d'usage de la messagerie citoyenne entre le PS et le patient, donc 40 points fixes par ETP également,
dans la limite de 5 ETP médecins généralistes. Et là aussi, on est sur les mêmes pourcentages que pour la 22, donc 5% de consultation comprenant un échange par mail sécurisé avec le patient via la messagerie de mon espace santé. Et à partir de 2023, la création d'un indicateur d'usage de l'ordonnance numérique, qui, je le rappelle, effectivement, concerne dans un premier temps les médecins et les pharmaciens, avec des campagnes CIS, enfin DNS, les délégués du numérique en santé, qui, nouveau nom des conseillers informatiques services, et DAM, qui ont démarré fin septembre. Donc là aussi, avec 40 points fixes par OTP dans les limites de 5 ETP médecins, pour 50% des prescriptions de produits de santé établies pour la patientèle réalisées via le service e-prescription. Et puis, à la création d'un indicateur d'usage de l'application carte vitale, dont la généralisation a commencé effectivement dans 8 départements là en cette fin d'année, pour 5% des feuilles de soins réalisées avec la PCV. Donc, on vous a remis ici une petite synthèse des démarches à réaliser, mais Hugo les a déjà largement rappelées. Donc, pour bénéficier de la mise à jour de votre logiciel, effectivement, soit rentrer en contact avec votre éditeur, s'il ne l'a pas déjà fait de lui-même. Ensuite, effectivement, une fois la commande validée, c'est l'éditeur qui s'occupe de tout et qui installe votre logiciel. Pour savoir si votre logiciel est labellisé, bon, on vous a mis déjà cette liste dans une des slides précédentes, et vous pouvez aussi consulter le site de l'ANS. On a mis le lien aussi dans la diapo dédiée, ou contacter votre DNS. Donc la commande, on le rappelle pour la xème fois, mais effectivement doit être passée avant le 30 novembre 2022. Donc il faut vraiment anticiper, puisque le 30 novembre, c'est vraiment la date limite où votre éditeur va transmettre le bon de commande à l'ASP, donc à l'agence de services et de paiement, voilà, qui va financer directement l'éditeur. L'éditeur réalise la prestation Ségur jusqu'à atteindre les seuils, donc l'envoi de 10 documents de santé avec INS qualifié vers le DMP, 10 documents de santé par MS Santé vers d'autres professionnels, et l'envoi d'un message de test par MS Santé vers l'adresse de messagerie citoyenne de test. Et donc, la prestation doit être réalisée avant le 28 avril, donc date butoir le 28 avril 2023. Alors, si votre logiciel n'est pas labellisé, il y a une question, je crois, dans le fil de discussion, un petit peu en lien. Effectivement, aujourd'hui, les 14 ELGC qui sont référencés couvrent environ 72% du marché. Donc, la question du changement de logiciel peut se poser pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas forcément le logiciel référencé. Les éditeurs ont l'obligation de vous céder en revanche l'intégralité des données, y compris médicales, que vous avez saisies dans votre outil. Et une fois le changement de logiciel effectué, si vous avez un changement à faire, vous pouvez commencer par questionner votre éditeur sur la façon dont il va pouvoir intégrer les données qui proviennent de l'ancien logiciel. Voilà, et puis on rappelle ici effectivement cette échéance du 30 novembre, donc dans moins de 6 semaines maintenant, donc à ne pas rater. On vous a remis ici le QR code donc, qui vous permet d'accéder à la page du couloir médecine de ville où vous trouverez toutes les infos, donc tous les documents, notamment sur la partie financement à l'équipement. Et puis ce petit document de synthèse aussi très bien fait qui existe par couloir et qui reprend à la fois les financements à l'usage et les financements à l'équipement pour votre couloir médecine de ville. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans le fil de discussion, Hugo. Pardon. Oui, alors il y a plusieurs questions, donc certaines qui ont été répondues au fur et à mesure. Par exemple, j'ai eu une question a été posée à laquelle on a répondu, mais savoir pour les centres qui disposent à la fois d'une activité de radiologie et de médecine de ville. Donc, on vous confirme que vous pouvez bien bénéficier du financement à l'équipement pour la mise à jour des 2 catégories de logiciels, donc qui sont couverts par 2 couloirs différents au niveau du Ségur, donc il n'y a pas de difficulté. D'un côté, la mise à jour de votre logiciel, on va dire, dit médecine de ville, et de l'autre, la mise à jour de votre logiciel de radiologie, donc RIS, ça c'est tout à fait possible. Il y avait également une question de savoir si l'activité dentaire est comprise par la médecine de ville. Alors, ce n'est pas le cas. Le couloir médecine de ville ne couvre pas la mise à jour des logiciels de gestion de cabinet dentaire à ce stade. Par contre, si les professionnels, si les dentistes au sein de vos centres de santé utilisent également le logiciel médical, la commande et la mise à jour du logiciel et le financement Ségur peut couvrir ces catégories de professionnels de santé également. Je vois qu'il y avait également des questions sur voilà, les aides pour les centres de santé qui doivent changer de logiciel. Donc Arnaud, tu y as répondu. Effectivement, si vous avez un changement complet de logiciel à réaliser,
la prestation Ségur ne couvrira pas un changement complet de logiciel. Par contre, l'éditeur peut, dans son devis, préciser, et dans le devis, votre nouvel éditeur peut préciser dans le devis ce qui relève de l'installation du logiciel global, et à l'intérieur la partie qui est spécifique au référencement Ségur. Et cette partie-là peut faire l'objet d'une prise en charge. Mais par contre, effectivement, dans ce cas-là, vous aurez un reste à charge, un coût qui sera bien sûr plus élevé à votre charge. Effectivement, vous avez posé, il y a également eu des questions sur les éditeurs qui n'ont pas à ce stade obtenu le référencement Ségur. Alors, effectivement, comme Arnaud l'indiquait, 72 pour les éditeurs ayant obtenu le référencement couvrent 72% à peu près du parc des logiciels. Actuellement, le référencement est fermé, donc il n'y a pas de nouveau référencement là prévu dans les prochaines semaines. Par contre, l'ANS ouvrira dans les prochaines semaines une nouvelle fenêtre de référencement afin de permettre à de nouveaux éditeurs d'obtenir ce référencement. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de détails sur le fait de savoir si cette nouvelle fenêtre de référencement sera accompagnée d'une nouvelle fenêtre pour le financement à l'équipement. On tiendra informé si tel est le cas, mais on n'a pas encore cette visibilité. Il y a une question sur la formation. La formation du logiciel proposé par l'éditeur est-elle prédéfinie? La seule formation qui nous est proposée est via des mini-tutos. Là, je pense, on ne connaît pas par cœur les DSR, mais il faut se référer, je pense, au dossier de spécification. On vous a mis les liens là, dans les slides précédentes pour voir quels sont les attendus, les exigences en matière de formation. Effectivement, ça paraît un petit peu léger en matière de prise en main d'avoir ces mini-tutos à disposition, mais… Effectivement, ça a été d'ailleurs rappelé, on a eu des remontées de professionnels de santé et de certaines structures sur des éditeurs qui ne proposent que ces mini-tutos. L'ANS, donc on l'avait remonté à l'ANS qui a contacté les éditeurs concernés pour leur indiquer que au niveau de l'aspect formation, il était attendu un peu plus de leur part. C'est-à-dire qu'il faut que la formation permette vraiment la prise en main par les professionnels utilisateurs au sein des structures. Donc, des mini-tutos, ça semble effectivement un peu léger. N'hésitez pas à nous signaler, à le remonter à vos délégués du numérique en santé si vous avez si votre éditeur, sur la partie formation de la prestation Ségur, est léger, pour le dire poliment. Est-ce que nous pouvons changer d'éditeur après le 30 novembre? Alors, là aussi, vous pouvez, effectivement, vous êtes libre de changer d'éditeur éventuellement après la date du 30 novembre. Vous n'avez pas d'assurance, par contre, que sur le périmètre du Ségur, donc sur le pack Ségur, la prise en charge soit assurée par les pouvoirs publics, donc, si vous êtes en dehors de la fenêtre de financement. Je vois qu'il y a une question qui revient sur la demande dans différents couloirs. Alors, si vous une question de Madame Joly, donc ça doit rejoindre la question des centres qui ont plusieurs activités, notamment une activité par exemple d'imagerie, une activité médecine de ville. Donc, dans ce cas-là, effectivement, je vous confirme, vu que ce sont des couloirs différents, vous pouvez faire une commande pour bénéficier du financement à l'équipement, en fait, sous le même numéro finesse. Si vous avez un seul numéro finesse au niveau du centre qui couvre l'ensemble de vos activités, vous pouvez faire une commande avec le même numéro finesse pour chaque couloir, sachant que vu que ce sont des couloirs différents, en fait, ce n'est pas un doublon dans le financement, dans la demande de financement. C'est pour la mise à jour de deux logiciels différents qui répondent à deux DSR différents, donc deux dossiers de spécification et de référencement pour obtenir le référencement qui sont différents, qui n'intègrent pas exactement les mêmes éléments, parce que ça tient compte des spécificités d'un logiciel de gestion de cabinet de médecine de ville d'un côté, et de l'autre d'un logiciel donc RIS de gestion d'imagerie. Donc ce sont deux spécifications différentes et vous pouvez bien faire deux commandes, une par couloir, et les deux seront sous le numéro finesse de votre centre. Voilà, s'il n'y a pas deux identifications différentes pour ces activités. C'est tout à fait possible. Alors, je vois une question concernant le certificat logiciel, une demande de précision.
notre CDS, nos praticiens salariés doivent-ils faire une demande d'un certificat auprès de l'ANS pour que le logiciel fonctionne le jour où on le met en place? Alors, c'est pas pour vos professionnels de santé, vos professionnels de santé au sein du centre. Pour eux, l'objectif et l'utilisation en fait passe par les moyens d'authentification habituels, donc carte CPS principalement ou ICPS. Par contre, si vous souhaitez avoir une activité qui soit, par exemple, automatisée, avoir des tâches qui soient mutualisées en termes d'appel, par exemple, d'appel à certains services ou d'alimentation des DMP, il est recommandé de mettre en place un certificat logiciel au niveau de la structure, donc la personne morale, donc le centre de santé, et ce qui peut faciliter certains usages. Voilà, donc pour vos professionnels de santé, non, ce n'est pas une obligation. Par contre, ça, c'est un point qu'on vous invite à voir avec vos éditeurs en fonction de vos besoins en termes d'utilisation du logiciel et de votre organisation. Mon éditeur me dit avoir fait la demande de référencement depuis le mois de mai, mais n'est toujours pas référencé. Pourquoi est-ce aussi long? En fait, quand vous rentrez dans le process de référencement, vous devez apporter ce qu'on appelle des preuves. Ces preuves sont étudiées par l'ANS. Ensuite, une discussion s'engage entre l'ANS et l'éditeur qui candidate au référencement. Donc, c'est que votre éditeur n'a, à ce jour, et comme l'a rappelé Hugo, la fenêtre est fermée, n'a pas donné suffisamment de garanties et donc n'a pas été référencé a priori. Alors, je vois une question. Les centres qui ont des professionnels médecins généralistes et ophtalmo, alors le couloir médecine de ville couvre l'ensemble des spécialités médicales, en dehors de la radiologie qui est un peu spécifique et qui est couvert effectivement par le couloir imagerie radiologie du Ségur, mais je ne suis pas sûr de comprendre la question. N'hésitez pas à préciser dans le fil. Mais en tout cas, les ophtalmos sont bien couverts également. Je ne vois pas d'autres questions. Je vois une personne qui a levé la main, Madame Benouguiden. Je ne sais pas, Lucie, peut-être si tu peux activer son micro. Oui, ça y est, je viens d'activer le micro. Vous devez pouvoir activer votre micro si vous voulez poser votre question. Le micro s'est ouvert, mais on ne vous entend pas. Je ne sais pas si vous avez un souci de son, on ne vous entend pas. Il y a également Madame Rosio qui a levé la main. Je vais réouvrir votre micro si vous souhaitez intervenir. Oui, est-ce que vous confirmez bien que pour la validation en fait, de l'usage au niveau des documents, pour les centres de santé, c'est bien par numéro finesse et non pas par praticien. En fait, on n'est pas obligé de valider les 10 documents de test sur l'ensemble des praticiens, mais bien sur une seule fois, donc une dizaine de documents sur le centre de santé. Oui, j'ai répondu dans le fil de discussion, c'est bien au niveau du finesse. D'accord, je vous remercie beaucoup. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Les centres qui ne seront pas référencés en 2023, quel sera l'impact? Alors, vous devez avoir, donc ça devient un prérequis, vous devez avoir un logiciel référencé Ségur au plus tard fin 2023. Alors, je vois une question également qui est arrivée. Comment concernant la messagerie sécurisée, est-il possible d'utiliser H' Santé au lieu de MS Santé pour être dans le Ségur? Alors, pour l'aspect messagerie sécurisée de santé, il est possible en fait d'utiliser n'importe quelle messagerie qui est référencée et intégrée à l'espace de confiance MS Santé. Donc, vous avez plusieurs opérateurs qui ont mis en place un service de messagerie, qui sont opérateurs de messagerie sécurisée de santé et qui sont intégrés à cet espace de confiance. Là, H' Santé, je vous avoue ne pas
avoir en tête s'ils font partie des opérateurs qui sont intégrés à l'espace de confiance. On va vérifier, on précisera ce point dans la fac, mais la réponse que je peux vous apporter, c'est toute catégorie vous pouvez vous équiper d'une messagerie sécurisée de santé auprès de tout opérateur qui est intégré à l'espace de confiance pour remplir cette condition. J'ai l'impression que nous avons à peu près fait le tour des questions. Je crois, Arnaud et Lucie, vous l'avez peut-être indiqué, mais une foire aux questions sera réalisée à la suite du webinaire, donc dans les jours, semaines qui viennent, qu'on vous partagera en même temps que le lien permettant de visualiser, de revisionner la présentation. Donc on essaiera de mettre les réponses aux questions qu'on aurait pu rater au fur et à mesure de la présentation. Alors je vois une dernière question qui est arrivée. Où pouvons-nous obtenir la liste des opérateurs de messagerie sécurisée? Donc nous vous remettrons la réponse dans la fac, mais la liste de l'ensemble des opérateurs intégrés à l'espace de confiance MS Santé est publiée sur le site de l'ANS, de l'Agence du numérique en santé. Donc on pourra vous remettre le lien exact. Voilà, pour finir, Arnaud, je te laisse peut-être conclure sur cette partie-là, en termes d'accompagnement. N'hésitez pas au niveau de la région, nous sommes mobilisés, nous sommes disponibles pour vous accompagner. Donc, tant côté Agence régionale de santé, GIP, Cézanne, que Assurance Maladie. Côté Assurance Maladie, on ne l'a pas précisé ici, mais en cas de besoin sur l'aspect sécurité numérique, mise à jour de vos logiciels et globalement, utilisation des outils numériques, n'hésitez pas à contacter les délégués du numérique en santé. 3608, et si vous avez d'autres questions qui sont liées davantage à la partie accord national, dispositif conventionnel, vous pouvez contacter vos correspondants habituels en charge des relations avec les centres de santé, donc soit les ROC, référents organisation coordonnée, soit les référents centres de santé selon les organismes. Donc merci à tous et un grand merci aux intervenants dans ce webinaire. Donc Lucie, Arnaud, Joanne, pour cette présentation. Merci à tous et bonne journée. N'hésitez pas à revenir vers vos intervenants si vous avez des questions. Et donc, je stoppe l'enregistrement à partir de maintenant. Merci à